heures et des heures sur la Révolution française. À l'ICES, j'en parlais pendant 30 heures. Je ne vais pas en parler pendant 30 heures. Je vais tâcher de vous en parler pendant à peu près 1 heure. Voilà. Et essayer d'aller à l'essentiel. L'essentiel, par-delà la complexité de l'événement que fut la Révolution française, par-delà la multiplicité de ses causes, la Révolution française se distingue des frondes, des perturbations, des troubles graves qu'a connus la France au cours de son histoire, par le fait que cette révolution a été une révolution idéologique. Une révolution idéologique, elle a même été la première révolution idéologique de l'histoire contemporaine. C'est-à-dire une révolution qui a eu pour ambition de mettre en œuvre un programme idéologique. Une révolution idéologique a pour ambition de mettre en œuvre une idéologie. Une idéologie, c'est-à-dire, comme le souligne Philippe Benetton dans son introduction à la politique, une promesse de salut à accomplir ici-bas et une doctrine de combat. Et ces deux aspects dans l'idéologie révolutionnaire, la doctrine de salut, le bonheur, une idée neuve en Europe, disait Saint-Just, le bonheur pour tous, par la mise en œuvre d'idées abstraites. Et pour y parvenir, une méthode de combat politique permettant aux militants révolutionnaires de s'emparer du pouvoir et de le conserver. Voilà. Alors, ce qui exprime le mieux cette révolution idéologique, le caractère idéologique de cette révolution, est l'usage, dès 1789, par tous les orateurs, quelle que soit leur orientation politique, les plus radicaux comme les plus modérés, du terme de régénération. Le mot de régénération est vraiment le mot d'ordre. Tout le monde l'emploie. Voilà, tout le monde l'emploie, même le roi l'emploie. Lorsqu'il reçoit les députés aux États généraux, il parle de la régénération du royaume. Ne se rendant pas bien compte qu'en faisant cela, il étend considérablement le mandat des députés. Régénération, régénérer, redonner naissance. Voilà. Toute l'ambition de la Révolution est là. Faire table rase du passé, faire table rase de 14 siècles d'histoire, faire table rase d'abord de la France catholique, de l'héritage catholique, de l'autorité de l'Église, du rôle social de l'Église, faire table rase aussi de la diversité statutaire qui caractérise l'ancienne France et de manière générale l'ancienne Europe. Chaque communauté d'habitants a son statut propre, ce qu'on appelle des privilèges. Jusque dans les années 1780, quand on utilisait le mot privilège, on n'y mettait pas la connotation péjorative qu'on y met maintenant. Les privilèges, c'est les voies privées, les voies particulières de chaque communauté. Il y a les privilèges du clergé, de la noblesse, des bonnes villes, des corps de métier, des universités, des provinces. Il n'y a pas plus privilégié qu'un paysan breton. Il y a peut-être le paysan du Pays Basque, dont le statut est aussi assez avantageux. Voilà. Faire table rase de cette réalité juridique pour tout uniformiser, tout rationaliser. Voilà. La conviction que la mise en œuvre des idées nouvelles, les idées qui se propagent depuis près de 150 ans à l'époque, il faut remonter à la révolution cartésienne. Le moment important, c'est le deuxième quart du XVIIe siècle. Descartes, Gassendi, Galilée, Hobbes. Voilà. C'est le moment de la charnière, puis après il a fallu le temps que ces idées se propagent.
Et puis il a fallu le temps que d'autres auteurs les vulgarisent et les radicalisent. Voilà. Bon. Donc, la mise en œuvre de ces conceptions, de la conception rationaliste de scientiste de la connaissance, de la conception matérialiste, utilitariste, sensationniste de l'homme, et je vous renvoie ici aux travaux de Xavier Martin, de la conception contractualiste de la société, permettra un monde nouveau et un monde dont on pense qu'il apportera le bonheur à tous en apportant un remède à toutes les difficultés de la vie présente. Voilà l'ambition des révolutionnaires en 1789. Alors, quelques citations peut-être pour souligner l'importance de la régénération qui est alors envisagée. La première citation est de Jacques Tourret. Jacques Tourret est un personnage que l'on a largement oublié, qui était député du tiers-État de Normandie, mais il a été l'un des constituants les plus actifs. La loi sur la nouvelle division du royaume, les départements, c'est lui. La nouvelle organisation judiciaire du royaume, c'est lui aussi. C'est pas rien quand même. Que nous dit Jacques Tourret? Établir la Constitution, c'est pour nous reconstruire et régénérer l'État. Le lien entre la Constitution et la régénération de l'État. Il ajoute, n'entreprenez pas de faire la Constitution si nous ne voulons pas régénérer à fond. Régénérer à fond. Donc il faut tout démolir, on dirait aujourd'hui déconstruire. Tout démolir, tout détruire, et sur ce champ de ruines, dresser le monde nouveau que les révolutionnaires appellent de leur vœu. Autre citation très éclairante, celle de Jean-Paul Rabot Saint-Étienne, 3 novembre 1789, pas en 93, non, en 89. Chargé de faire le bonheur d'un peuple dont tous les établissements consommaient le malheur. Il fallait, que faut-il faire pour faire le bonheur du peuple? Regardons la recette. Il fallait renouveler ce peuple même. Pour que le peuple soit heureux, il faut changer le peuple. Voilà. Il fallait renouveler ce peuple même, changer les hommes, changer les choses, changer les mots. Vaste programme. Changer les hommes, changer les choses, changer les mots. Alors, je vous propose d'insister sur deux aspects, de commenter deux de ces expressions. Changer les mots, d'abord, et là on touche à la méthode de combat. Et puis, on a aussi là quelques éléments pour mieux lire les discours révolutionnaires et mieux les comprendre. Et puis, changer les hommes, la régénération de l'homme, l'homme nouveau, qui occupe une place importante dans la geste révolutionnaire, en particulier au moment paroxysmique, en 93 et 94, mais aussi encore dans les années suivantes. La régénération de l'homme est au cœur de la politique des thermidoriens. Et elle est loin d'être absente, comme l'a montré Xavier Martin, lors de la rédaction du Code civil. Alors, changer les mots d'abord. Changer les mots. Il y a une langue révolutionnaire. En 1789, cette langue révolutionnaire repose sur quelques mots de vocabulaire, quelques formules, quelques mots de vocabulaire qui sont des mots piégés, qui ont plusieurs sens, et qui n'ont pas, pour le commun des mortels, le même sens que pour les militants révolutionnaires. Et les militants révolutionnaire jouent sur l'ambiguïté des définitions données à ces termes. Alors, il y a des termes qui servent à mobiliser et des termes qui servent à stigmatiser. Voilà. Mobiliser la population, d'un côté, ou neutraliser ses éventuelles critiques, et de l'autre, stigmatiser l'adversaire, le marquer d'infamie, discréditer sa parole, réduire son autorité morale à rien avant de le détruire. Voilà. Alors les mots qui servent, ces mots piégés, ce sont les mots de liberté,
d'égalité, de fraternité. Ce sont les mots de progrès, de patrie, de peuple. Je vais décortiquer deux de ces mots, peuple et patrie. Très important. Le peuple, la patrie, et puis les mots qui servent à stigmatiser, ce sont les mots de fanatisme, d'aristocratie, de despotisme, de tyrannie, et quelques autres. Il y a peu de formules toutes faites. Ces formules de langue de bois, la langue de bois très largement elle a été inventée en Union soviétique, notamment, alors ça commence à l'époque de Lénine et puis surtout Staline, qui a d'ailleurs consacré un ouvrage à cette question. C'est-à-dire à quel point il accordait beaucoup d'importance à cet aspect. Voilà. Là, on n'en est pas encore là. Quelques mots. Alors prenons deux mots, le mot peuple et le mot patrie. Le mot peuple d'abord. Pour le commun des mortels, le peuple, c'est l'ensemble de la population, c'est-à-dire les 28 500 000 et 29 millions d'habitants qui vivent à l'époque dans la France de Louis XVI. Pas pour les révolutionnaires. Pour les révolutionnaires, le peuple, c'est la fraction de la population qui adhère à la révolution. Les autres, ce n'est pas le peuple, ce sont les ennemis du peuple. Tout cela est apparu dès la convocation des États généraux. Dès la convocation des États généraux, lors de l'élection des députés, de la rédaction des cahiers de doléances dans les sénéchaussées et les bailliages. Comment la bourgeoisie révolutionnaire des villes a-t-elle réussi à imposer sa volonté dans le cahier de doléances de la sénéchaussée et à faire élire, à accaparer la représentation du tiers-état de sa sénéchaussée face à une majorité de délégués de paroisses rurales qui n'adhéraient pas à ces idées. Augustin Cochin a étudié le cas de Rennes, précisément. Il a expliqué comment, à Rennes, les 800 délégués des paroisses ont eu un député à Versailles, et les 16 délégués de la ville de Rennes en ont eu 5. 16 égale 5, 60, les villes secondaires, Vitré, Fougères, Saint-Malo, égale 2, 800 égale 1. Et le laboureur élu à Rennes a été un des seuls de France, avec celui de Quimper. C'est dire comment les choses sont passées ailleurs. J'ai, pour renouveler un petit peu les choses, étudié ce qui s'était passé à Angers. Très intéressant ce qui s'est passé à Angers. D'abord, s'agissant du contenu des cahiers de doléances. Il y a des modèles qui ont circulé. Des modèles que la bourgeoisie révolutionnaire a fait circuler pour tenter d'influencer la population pour qu'elle reprenne les revendications les plus radicales qu'elle portait. Et il y a même à Angers un cahier qui a fait circuler le comte de Walsh de Serran, qui était un cahier conservateur, qui se caractérise d'ailleurs par deux traits. Nous demandons à ce que les 4/5 de la représentation du tiers-état soient réservés au peuple des campagnes. Ils ont bien vu où était le danger. Deuxièmement, nous demandons le maintien des justices seigneuriales. On ne peut pas faire plus conservateur. Et ce cahier-là a été repris par une vingtaine de paroisses. Les revendications les plus radicales de la bourgeoisie révolutionnaire, quelles sont-elles? Discuter de la Constitution avant toute chose, le pouvoir législatif entre les mains de l'Assemblée. Voilà. Ces revendications à Angers, on les retrouve dans à peu près 15% des cahiers de doléances de premier degré. Essentiellement les corporations de la ville d'Angers et quelques paroisses des environs. Mais on le retrouve dans le cahier final, le cahier de la sénéchaussée porté à Versailles. Comme si 15% avaient réussi à imposer leur volonté aux 85% autres. Voilà. Alors ensuite, pour l'élection des députés, les représentants des villes ont commencé par vouloir se débarrasser, et là on retrouve le mot peuple et toutes les manipulations autour de ce mot, se débarrasser
des notables des campagnes. Dans beaucoup de paroisses, avaient été élus pour porter le cahier de doléances de leur paroisse des notaires seigneuriaux, des greffiers de juridiction seigneuriale, des administrateurs de seigneurie, des procureurs fiscaux, bref, des hommes qui étaient liés à la vie des seigneuries. Ces hommes étaient les seuls qui pouvaient vraiment représenter les campagnes, du fait de leur entre-gens, de leur notoriété, de leur instruction. Les seuls qui pouvaient être des rivaux pour la bourgeoisie des villes. À Rennes, les représentants de la bourgeoisie révolutionnaire de la ville de Rennes ont mené l'attaque contre ces gens-là. Nous sommes ici pour représenter le peuple, mais il y a ici des ennemis du peuple. Ah tiens, il y a des ennemis du peuple qui se sont glissés dans l'assemblée du Tiersal, mais c'est terrible. Le mensonge, l'assimilation à ce qu'il y a de plus infamant. Et puis surtout, peuple, vous êtes du peuple parce que vous adhérez aux idées nouvelles, vous n'adhérez pas au changement, vous ne faites plus partie du peuple, vous êtes un ennemi du peuple. Vous êtes un aristocrate. Le terme aristocrate est lui-même un terme piégé. Étymologiquement, les aristocrates, ce sont les meilleurs. D'ailleurs, le terme ne coïncide pas exactement avec la noblesse. La noblesse, l'aristocratie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Aristocratie et noblesse sont assimilés. Par extension, on répute aristocrates tous ceux qui participent à l'administration des seigneuries, surtout tous les notables des campagnes, en fait. Et par extension, tous ceux qui pensent comme eux, tous ceux qui ont la même vision du monde. Et on oppose, et donc, puisqu'ils sont aristocrates, ce sont des ennemis du peuple. Petite anecdote qui intéresse une paroisse de Bretagne, qui n'est pas très loin d'ici, une soixantaine de kilomètres à l'ouest, où j'ai quelques racines, qui s'appelle Merdrignac. Je suis tombé sur un fait divers très intéressant à cet égard, qui montre qu'une partie de la population avait bien compris cette manipulation du vocabulaire. De quoi s'agit-il? Une histoire de cri séditieux en mai 92. Un journalier dont il est douteux qu'il ait su lire et écrire, en tout cas écrire. Quelqu'un de très simple. Et qui, sur la place du marché, lance des cris séditieux. La guerre est déclarée. Il faut que nous, aristocrates, nous allions faire la peau aux patriotes. Et là, on s'arrête un instant. Voilà, cet homme est un simple journalier et il a parfaitement compris l'usage politique, idéologique piégé d'un certain nombre de termes et spontanément, refusant la révolution, il se qualifie d'aristocrate, alors que socialement, il en est très loin. Mais il manie parfaitement cette langue. Voilà. Alors, en quoi cette manipulation du mot peuple peut être importante? Au moment du 14 juillet, la prise de la Bastille, le peuple de Paris a pris la Bastille. Voilà ce qui reste. Et voilà ce que l'on a raconté dans toute la France. Alors évidemment, au fin fond des campagnes, le peuple de Paris a pris la Bastille. D'abord, on a l'impression que cette Bastille est quelque chose de vraiment important, puisque le peuple de Paris l'a prise. N'imagine pas que la population de Paris se dérange pour rien. Alors même qu'il s'agissait dans une vieille forteresse coûteuse dont Louis XVI avait décidé la destruction, avec 7 prisonniers à l'intérieur, qui avaient tellement d'importance qu'on en confiait la garde à des invalides, à d'anciens combattants, des soldats qu'on ne pouvait plus employer nulle part, donc on les mettait dans un endroit, on ne va quand même pas renvoyer les gens chez eux, on a du cœur à l'époque, hein, donc on les garde sous les armes, tant qu'ils sont là. Des soldats qui ont 80 ans passés, hein. Alors on les met dans des vieilles forteresses où il ne se passe jamais rien. En l'espèce à la Bastille. Bon. Alors le peuple de Paris dit, mais c'est quelque chose de très important cette Bastille. Puis, si le peuple de Paris y était, mais
Ils étaient combien? 100 000, 200 000? Il y a 625 000 habitants à Paris. Il devait bien être 100 000. Jean-Baptiste Say, député du tiers-État, dans une lettre adressée à ses électeurs, 2 jours plus tard, nous dit, le matin du 14 juillet, 2000 bourgeois et 500 gardes françaises ont marché sur la Bastille. 2000 bourgeois, c'est-à-dire 2000 civils. 2500. Et 2500, ce n'est pas le chiffre de la police. C'est le chiffre des organisateurs. Quelques semaines plus tard, on a décidé d'accorder une récompense aux vainqueurs de la Bastille. Ils ont été invités à se faire connaître. Ce qui fait qu'on a la liste. Alors, une liste qui n'est sans doute pas complète, mais on a une liste des vainqueurs de la Bastille. Voilà. Si vous voulez savoir si l'un de vos aïeux est allé faire le mariole le matin du 14 juillet au pied de la Bastille, c'est facile. C'est sur Internet. Cette liste comprend 954 noms. 954. On est dans le même ordre d'idée. Hein. Quelques grosses centaines, quelques petits milliers, petitement comptés. On est très loin du peuple de Paris. Et ce qui se révèle, c'est qu'on a affaire à une minorité qui n'est pas négligeable, mais qui reste une minorité. Deuxième exemple, on va faire un saut de 4 ans. 1793. Lisant les débats au sein du Club des Jacobins, qui sont passionnants d'ailleurs, il faut les lire, tels que publiés par Hollard, un bon historien républicain, donc incontestable, indiscutable, on peut puiser dedans à pleine main. J'y ai découvert cette perle. Octobre 93, le Club des Jacobins de Paris reçoit une lettre des représentants en mission à Lyon, qui leur donne des nouvelles. Tout va très bien, on a repris la ville, les guillotines fonctionnent à plein rendement, tout est parfait. Tout va très bien. Mais il y a tout de même une petite difficulté, un je ne sais quoi. Il nous faut maintenant régénérer cette ville, et pour ça, il nous faut des Jacobins. Et à Lyon, des Jacobins, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Jacobins. Donc, ça serait bien, il serait bien que vous nous prêtiez 40 Jacobins de Paris pour régénérer Lyon. Alors déjà, ça laisse un peu songeur. On se dit 40 personnes pour régénérer une ville de 150 000 habitants. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même problème d'échelle? Bon, ça n'a pas l'air de les effrayer. Ce qui les effraie, c'est autre chose. Une des réponses, 40! Nous ne pouvons pas nous dégarnir à ce point. Alors là, vous marquez un temps de silence, le stylo vous tombe des mains. Vous dites, mais ils sont combien les gars? À Paris, fer de lance de la Révolution, s'ils étaient 400, ils pourraient en envoyer 40. Mais visiblement, ils n'intègrent même pas ce genre de chiffre. Et là, un petit quelque chose m'est revenu à l'esprit auquel je n'avais pas prêté attention. Quand on voit les listes du personnel révolutionnaire parisien, entre les membres du jury du tribunal révolutionnaire, les membres de la commune insurrectionnelle de Paris, on trouve toujours les mêmes noms, qui cumulent les postes, et à la tête des sections, bien sûr. C'est pas très républicain dans l'esprit, ce cumul des postes. Et là, on réalise que s'ils cumulent, c'est parce que les solides, comme dirait Fouquier-Tinville, ils ne sont pas nombreux. Donc forcément, on leur confie beaucoup de charges différentes, parce que ce sont les seuls sur lesquels on puisse vraiment compter. Voilà. Albert Soboul, qui a eu la chaire de l'histoire de la Révolution à la Sorbonne, c'est-à-dire à quel point il était dans le moule, il était lié au Parti communiste. Là encore, une référence indiscutable à cet égard, et qui a étudié les sans-culottes, les Jacobins, tout cela, d'ailleurs très intéressant. Il a réalisé un répertoire du personnel sectionnaire à Paris sous la Révolution. Et donc il a, à partir des archives qu'il connaissait bien, qu'il avait dressé une liste quartier par quartier, section par section. On a tous les noms des personnes qu'il a rencontrées. Du secrétaire de section jusqu'au simple militant qui n'a jamais eu de responsabilité. Alors, sa liste n'est probablement pas complète, et évidemment, il y a des gens qui ne laissent pas de traces.
Mais c'est tout de même un travail précis. Et puis on a quand même beaucoup d'archives. Et il y a eu une opération de police en mai 95 qui a permis d'arrêter pas mal de monde et donc d'avoir des traces sur tout ce monde-là. 625 000 habitants, la liste elle comprend 4125 noms. 4125. Alors, il faudrait sans doute ajouter à cela un certain nombre de volontaires, mais vous voyez, il y a tout de même un problème d'échelle. Ça reste une petite minorité. Voilà. Mais il ne faut pas que la population s'en rende compte. Donc, manipulation du mot peuple. Voilà. Le peuple, ce sont les militants. Le peuple a dit ceci, le peuple a dit cela, les militants parlent au nom de toute la population. Voilà. Quand, au moment de la constitution de 93, qui a été adoptée par référendum d'ailleurs, les Jacobins décident de ne pas la mettre en œuvre, en expliquant que vouloir mettre en œuvre la Constitution, ce serait être contre-révolutionnaire. C'est intéressant. Faire des élections, c'est être contre-révolutionnaire. Ah, ben oui, parce que les élections, ils savent bien qu'ils vont les perdre. C'est couru d'avance. Ils le savent bien. Ils savent bien qu'ils sont minoritaires. Alors évidemment, à Paris, la liste Robespierre, Danton, ils repasseront, ils tiennent Paris. Mais Paris n'est pas la France. Et les Girondins dont ils viennent de se débarrasser quelques semaines plus tôt lors du coup d'État des 31 mai et 2 juin, quoi qu'en prison, ils vont être réélus. Dans le Calvados, le Finistère, les Gironde, ils vont revenir. Et même si la Vendée décide d'aller voter, on pourrait même voir rappliquer à Paris, dans la future Assemblée, des vrais royalistes. Bref, on n'a pas fait tout ça pour ça. On ne s'est pas donné autant de mal pour le pouvoir, pour le perdre au bout de 3 mois à cause des fantaisies du peuple souverain. Pas d'élection. Donc il ne faut pas appliquer la Constitution. Puisque la Constitution est terminée, normalement la Convention doit se séparer et une Assemblée doit être élue. On renonce à ce processus. Comment fait-on? Le Club des Jacobins s'appuie sur son réseau de sociétés affiliées et demande d'envoyer des pétitions. On crée un mouvement d'opinion artificiel, pétitionnaire. Avant chaque bouleversement révolutionnaire, avant le dissoute, au moment du procès du roi, avant l'élimination des Girondins, c'est toujours la même comédie. Ça commence par un mouvement de pétition qui prépare le terrain, qui prépare l'opinion et qui donne l'illusion d'un mouvement populaire. Et puis après, il y a le même mouvement de pétition pour approuver ce qui s'est fait. Voilà. Donc là, les pétitions commencent à remonter de toute la France, d'Arras, d'Angers, de Saint-Céré-du-Lot, enfin de partout. Et ces pétitions, elles disent toute la même chose. C'est curieux, la même intuition à Arras et à Saint-Céré-du-Lot. Alors qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet, il n'y a rien, ils ont les mêmes formules. Oh! Que la montagne reste à son poste, virgule, et notre triomphe est assuré, point d'exclamation. Ça veut dire, on traduit, ne vous séparez pas, que la montagne reste à son poste, que la Convention ne se retire pas, n'organisez pas d'élection. Le succès de la République exige que les montagnards restent aux commandes. Et fort de ce mouvement, Saint-Just, le 10 octobre 1993, a pu monter à la tribune et expliquer la Constitution, c'est le gouvernement du temps de paix, nous sommes en guerre, nous serons en guerre tant que le dernier ennemi de la liberté n'aura pas cessé de respirer. Autrement dit, c'est pas pour demain, la paix n'est pas pour demain. Et donc, par conséquent, l'application de la Constitution est reportée. Voilà. Et jusqu'à la paix, la République sera gouvernée de manière révolutionnaire. Voilà comment. Mais, s'agissant de ces pétitions, ce sont les Jacobins qui les envoient. Bon, les Jacobins ne disent pas les Jacobins de Saint-Céré-du-Lot, c'est-à-dire le citoyen Brutus, le citoyen Gracchus et le citoyen Scaevola, pensent que. Non, ce serait trop honnête. Le peuple de Saint-Céré-du-Lot demande que. Ils sont peut-être une dizaine, ils parlent pour toute la communauté. Voilà. Et on crée l'illusion. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est que vous ne faites pas partie du peuple. Et ça commence à devenir dangereux.
On commence à sentir comme une fraîcheur au-dessus du cou. Deuxièmement, le mot patrie. Pour les anciens, la patrie répondait à sa définition étymologique, c'est la terre des pères. Et la patrie exigeait l'enracinement dans la géographie et dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps. Barrès a eu cette formule, la patrie c'est la terre et les morts. Il oublie les berceaux. C'est important les berceaux, c'est l'avenir, c'est pas simplement le passé. Donc, la génération présente n'est que dépositaire d'un héritage qu'elle doit transmettre, qu'elle a reçu et qu'elle doit transmettre. Voilà. Enracinement dans la géographie et dans l'histoire, tout ça est très concret. La terre des pères, la terre où l'on est né, c'est son clocher, c'est sa maison, c'est sa communauté, c'est la communauté de ceux que l'on aime. Voilà. Pour les révolutionnaires, la patrie, c'est le contrat social. C'est le contrat social. C'est-à-dire des clauses, les clauses du pacte fondateur de la société. Voilà. Voilà ce qu'est la patrie. C'est-à-dire des idées abstraites. Il n'y a plus d'enracinement. Vous adhérez aux clauses de ce contrat, vous faites partie de la patrie. Vous refusez d'y adhérer, vous êtes étranger à la patrie. Et les droits et libertés que vous pouvez avoir au sein de la communauté sont subordonnés à cette acceptation. Acceptation qui, sous la Révolution, s'exprime souvent par la voie du serment solennel. Si le serment est aussi présent, si on fait prêter serment très fréquemment aux prêtres, aux fonctionnaires publics, aux simples citoyens, c'est parce que le serment a cette importance-là. Le serment est là pour marquer l'adhésion à la Révolution. Voilà. Par conséquent, un paysan, un gentilhomme qui refuse d'adhérer à la Révolution est un étranger à la patrie. Alors qu'un Prussien, un Autrichien, un Italien qui adhérerait à la Révolution en ferait partie. L'exemple, c'est le baron Cloutz. Jean-Baptiste de son nom de baptême, Anacarsis du nom qu'il a adopté pendant la Révolution. Et qui, en 1790, avait mené à l'Assemblée constituante une ambassade du genre humain, composée d'un Autrichien, d'un Italien, lui-même était prussien. Il y avait des représentants de toute l'Europe, pour porter les vœux de l'Europe à l'Assemblée constituante, à Paris, chef-lieu du globe. Anacarsis Cloutz était friand de ces formules. Lui-même s'était décrété ambassadeur du genre humain. Ambassadeur du genre humain. Quelques années plus tard, il se déclara ennemi personnel de Jésus-Christ. Ça ne lui a pas porté chance. Robespierre l'a expédié à l'échafaud. Et on a parfois envie de dire quel bon sens c'est Robespierre. Selon une formule bien connue. Donc le baron Cloutz était le symbole de cette espèce de cosmopolitisme. Et recevant cette ambassade, l'Assemblée avait répondu en déclarant la paix au monde. 2 ans plus tard, concrètement, l'Assemblée suivante, l'Assemblée législative, déclare la guerre. À qui? Au roi de Bohême et de Hongrie. Pourquoi? Pour exporter la révolution aux 4 coins de l'Europe. Pour détruire l'Europe monarchique et lui substituer des républiques sœurs. Ce qui, au fur et à mesure des conquêtes, à partir de 1795, s'appliquera dans toute une partie de l'Europe. L'armée de Bataille, la République romaine, l'armée parthénopéenne, helvétique, etc. Cisalpine, ligurienne, etc. Bon. Mais évidemment, cette guerre, il faut la mener, il faut la gagner. Comment mobiliser la population? Si vous expliquez aux paysans que ça va pas bien fort cette guerre, il va falloir nous aider.
sinon la révolution va être renversée. Vous savez, le laboureur, ça ne va pas beaucoup l'émouvoir. Votre révolution, vous l'avez voulu, votre liberté, vous y tenez. Nous, elle nous apporte beaucoup d'inconvénients. Les impôts ont augmenté, les contraintes administratives sont de plus en plus lourdes, on nous casse les pieds tous les 4 matins avec de nouveaux décrets. Alors, allez la défendre tout seul. En revanche, si on veut dire la révolution est en danger, la patrie est en danger, le laboureur, potentiellement, peut comprendre que la patrie en danger, c'est son village qui est menacé, son clocher qui risque de flamber, ses terres qui risquent d'être pillées, sans parler du sort qui serait réservé à sa femme, à ses sœurs ou à ses filles. Et là, il va se lever. On joue sur l'ambiguïté. Le paysan va se lever, va partir aux frontières pour défendre sa terre et les siens, ceux qu'il aime, alors qu'en réalité, on l'envoie se faire tuer pour sauver la révolution. Alors, les Vendéens et les Bretons ne sont pas tombés dans ce piège-là. Ils ont renvoyé ceux qui venaient organiser le tirage au sort et ils ont chassé ceux qui venaient chercher des volontaires et ils ont défendu leurs terres face aux régénérateurs parisiens. Voilà. Changer les mots, changer les hommes, changer les hommes. La révolution, nous l'avons souligné, a pour ambition de régénérer le royaume, de régénérer la société. Et cette régénération de la société implique une régénération de l'homme. Cette régénération de l'homme, pour une part, dans l'esprit des révolutionnaires, devait découler de la transformation des institutions et du droit, mécaniquement. Et un certain nombre de révolutionnaires en 89 ont pu penser que l'homme se transformerait assez spontanément du fait de la transformation de son entourage social, de son environnement. Derrière, vous avez la conception matérialiste, sensationniste de l'homme, selon laquelle l'homme n'est qu'un assemblage d'atomes qui ne fait que réagir, qui ne fait que sentir, réagir aux sensations qu'il perçoit, qui est par conséquent déterminé par son environnement. Et que l'on peut par conséquent transformer, modifier, régénérer en agissant sur son environnement. Je vous renvoie ici aux travaux de Xavier Martin qui a mis en valeur cette anthropologie matérialiste et sensationniste à propos des livres. Alors, seulement, dès 89, malgré tout, il y a des révolutionnaires qui pensent que les choses n'iront pas aussi facilement et qu'il faut songer à des moyens de transformation plus contraignants. Et qui parlent déjà de la régénération de l'homme, de la transformation de l'homme. Il faut changer les hommes, nous dit Rabot-Saint-Étienne. Et Mirabeau, 27 juin 1789, il nous est permis d'espérer que nous commençons l'histoire des hommes. Ça peut paraître extravagant à première vue. Nous commençons l'histoire des hommes. Que veut-il nous raconter là? Est-ce que par hasard, dans son esprit, jusqu'alors, il n'y avait pas d'homme, enfin, pas d'homme digne de ce nom? En fait, c'est le vrai sens. Il n'y avait pas d'homme digne de ce nom. Et les êtres appelés hommes, ou les animaux appelés hommes, vont devenir de vrais hommes grâce à la Révolution, qui va les transformer. C'est bien ce sens-là qu'il faut donner. Mirabeau, 24 décembre 1789. Il faut que tous les hommes soient hommes. Ça peut paraître un peu curieux comme formule. Là encore, que tous les hommes soient hommes. Que tous les êtres appelés hommes soient véritablement des hommes par la régénération révolutionnaire. Il faut bannir ceux qui ne le sont pas des hommes
ou qui refusent de le devenir. Là encore, on est au cœur de l'affaire, ceux qui refusent de devenir des hommes, ceux qui refusent de se laisser régénérer. Et on est en 89. Et Mirabeau n'est pas le plus idéologue. On aurait d'autres formules. Le Quignot, député du Morbihan. Cela aurait été écrit avant le 10 août. L'ouvrage est paru en novembre 93. C'est vous qui commencerez enfin l'histoire des hommes. Et c'est un thème qui est présent. Voilà. Il s'agit de transformer l'homme. Maximilien Robespierre, dans un discours fameux prononcé le 5 février 1794 à la Convention nationale, le discours consacré aux principes de morale qui doivent éclairer l'action publique. Plus connu sous le nom de discours sur la terreur et la vertu. Dans ce discours, il explique que le but est de fonder la République. On est un peu surpris. Robespierre sait-il que la République a été proclamée depuis déjà presque 18 mois? Quelle est la réalité institutionnelle du pays? Oui, il le sait, il a participé à la décision. Donc, clairement, quand il dit qu'il faut fonder la République, il ne parle pas de la forme institutionnelle, il parle d'autre chose. De quoi parle-t-il? Il parle de former une société républicaine. Une société constituée de citoyens républicains, de citoyens vertueux. La vertu, pour Robespierre, consiste à aimer la République, la démocratie, l'égalité, trois termes qui pour lui sont interchangeables, jusqu'au sacrifice de sa vie, de ses affections et de ses biens. Le chemin de la vertu est un chemin difficile, les citoyens vertueux sont finalement peu nombreux, les Jacobins en sont le modèle, les Jacobins épurés, car ils sont épurés, les Jacobins, ils sont soumis au scrutin épuratoire, à une commission épuratrice, certains ont été vidés, en général, après avoir été vidés, ils ont été convoqués devant le tribunal révolutionnaire. Ces scrutins épuratoires laissent toujours des traces. Les Jacobins épurés sont le modèle des citoyens vertueux, mais ils sont très peu nombreux, nous l'avons vu, même encore moins nombreux qu'on pouvait l'imaginer. Il y a ensuite deux autres catégories, des citoyens qui font ce qu'ils peuvent, qui font preuve de bonne volonté, qu'on peut donc régénérer, mais qui ont encore quelques progrès à faire pour atteindre les cimes escarpées de la vertu civique. Pour eux, on va se donner beaucoup de mal. Et puis, il y a les autres. Tous ceux qui ne veulent pas se laisser régénérer. Tous ceux qui ne veulent pas être des citoyens. Et donc, qui ne veulent pas être vertueux, selon la définition donnée par Robespierre. Pour cela, il n'y a qu'une seule réponse, la terreur. Quelle que soit la forme, les guillotines, les colonnes infernales, les noyades, selon la fantaisie du représentant en mission. Voilà. Avec une ampleur, la paix ne viendra, nous disait Saint-Just le 10 octobre 1993, que lorsque le dernier ennemi de la République, l'ennemi de la liberté, aura cessé de respirer. Ça ouvre des perspectives considérables. Des hécatombes terribles. Nous avons un conventionnel du nord de la France surnommé le citoyen échafaud. Un surnom comme ça se mérite. Surtout à l'époque, il faut faire un peu plus de zèle que les autres. Et qui disait que la France pourrait se contenter de 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants. Ça veut dire que, ne serait-ce qu'un court instant, il a envisagé d'en guillotiner 24 millions. C'est pas rien. Donc, le champ ouvert est un champ considérable. Le plus intéressant, c'est ceux qui sont au milieu, ceux pour lesquels on se donne beaucoup de mal. Comment faire pour les régénérer? C'est-à-dire comment faire pour fonder une société républicaine. L'instrument privilégié, c'est la loi. La loi qui va intervenir dans tous les domaines.
dans des domaines où il était impensable avant la Révolution que la loi intervint. La loi s'empare du droit privé, la loi va intervenir dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la métaphysique, dans tous les domaines. Alors, à cet égard, arrêtons-nous un instant sur la conception du droit et de la loi apportée par la Révolution. La Révolution a marqué, quant à la conception du droit et de la loi, une rupture importante. Cette rupture, elle est tout entière dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration qui a été rédigée par l'Assemblée constituante entre le 4 et le 27 août 89, qui est restée inachevée d'ailleurs. Il est écrit partout que la Déclaration des droits de l'homme a été votée le 26 août, proclamée le 27 août, pas du tout. Elle n'a jamais été votée le 26 août, il n'y a jamais eu de vote global, jamais. Le 27 août au matin, on a interrompu la rédaction et on a décidé qu'on la terminerait lorsqu'on aurait fini la Constitution. On a tenté de revenir dessus 2 ans plus tard, en août 91, pour réaliser que le texte avait atteint un tel degré de notoriété qu'on ne pouvait plus rien y changer. Et comme le texte ne donnait pas satisfaction, on n'était pas content de cette déclaration. Les députés n'en étaient pas satisfaits. Ils ont décidé de ne pas l'intégrer à la Constitution. On a repris quelques droits et libertés à minima. Donc on a fait le titre premier de la Constitution, et la déclaration a été mise de côté. C'est-à-dire qu'elle a eu un rayonnement moral important, mais juridiquement n'était pas intégrée à la Constitution. Et en 1993, quand on a rédigé une nouvelle Constitution, on a rédigé une nouvelle déclaration des droits, qui n'est pas la même. Qui sur certains côtés va plus loin, et sur d'autres beaucoup moins loin. Par exemple, le fameux article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cet article, la Constituante s'était employée à piétiner à plusieurs reprises, et gravement, cet article, vous ne le retrouvez pas en 1993. Escamoté, disparu. Dans cette déclaration, l'article 6 définit la loi comme l'expression de la volonté générale. Définir la loi comme l'expression de la volonté générale, ce n'est pas anodin. C'est même une rupture décisive. C'est définir la loi en fonction de son origine et non plus en fonction de ses finalités. Jusque-là, la loi était définie en fonction de sa finalité. Elle était, selon la définition de Saint-Augustin, l'acte, la décision qui permet le règne de la justice. Une loi injuste, selon Saint-Augustin, n'est pas une loi. C'est un caprice de tyran. On n'est pas tenu d'y obéir. Et saint Thomas d'Aquin, un acte de la raison pris en vue du bien commun par celui ou ceux qui ont la compétence de le prendre. Donc la loi est définie en fonction de sa finalité, la recherche de la justice. Ce qui implique le souci de rendre à chacun la part qui lui revient, c'est la définition de la justice, mais ce qui implique aussi de respecter certains principes qui échappent à la volonté des hommes, les principes du droit naturel, qui découlent, qui reposent sur l'articulation entre la nature humaine et le souci de la justice, le souci de l'équité. Voilà ce qu'est le droit naturel. Ce droit naturel s'imposait aux législateurs avant 89. Le monarque absolu ne pouvait pas légiférer contre la justice et la droite raison, car il aurait, ce faisant, manqué à ses plus élémentaires devoirs et aux engagements pris par lui lors du sacre, celui de faire régner l'équité. Il était, sa volonté absolue était tempérée, bridée par ses exigences qui étaient placées au-dessus de sa volonté. Avec l'article 6, il n'y a plus rien au-dessus de la volonté du législateur. La loi est l'expression de la volonté générale. C'est tout. Au-dessus, il n'y a plus rien. Il suffit que la nation veuille, sa volonté s'impose, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors, tout cela a toutes sortes de conséquences. Jusqu'en 89, la loi n'était que l'un des moyens pour faire régner la justice. Au même titre que
la coutume, la jurisprudence des tribunaux, la doctrine. Désormais, elle devient la seule source du droit, parce qu'elle exprime seule la volonté du législateur. Elle devient la seule source du droit. La fonction du juge s'en trouve transformée. Jusqu'en 89, l'office du juge consistait à trouver la solution la plus équitable, en mobilisant toutes ses connaissances. La loi, la coutume, la jurisprudence antérieure, la doctrine. Trouver la solution la plus équitable. Désormais, on demande au juge, on demande à la justice d'être l'instrument du respect de la volonté du législateur. Donc on demande au juge d'appliquer mécaniquement la volonté du législateur. D'être la bouche de la loi. Un an plus tard, la loi des 16-24 août 90 interdit au juge d'interpréter la loi, de juger en équité, d'en vérifier la constitutionnalité, et même de l'interpréter si elle est obscure. Au cas où, si la loi devait être obscure, le juge a l'ordre, par cette loi, de s'adresser au législateur, d'user du référé législatif. C'est à l'Assemblée d'interpréter la loi. L'Assemblée en sera parfaitement incapable, et après les heures dangereuses de la terreur, discrètement, le tribunal de cassation s'est réapproprié le pouvoir d'interpréter la loi, qui finalement lui a été officiellement rendu, et c'est ainsi que le tribunal de cassation est devenu la Cour de cassation. Voilà. Tout ça, ça ne marchait pas. Trop rigide, trop idéologique. Voilà. Il n'en demeure pas moins que c'est une bonne illustration du bouleversement juridique qui est survenu au mois d'août 89, et toute la Révolution est nourrie de ce bouleversement. La loi est le principal, et non seulement l'expression de la volonté générale sur l'expression de la volonté de l'Assemblée, le fruit du consensus produit par l'Assemblée, mais la loi est aussi le moyen privilégié de la régénération révolutionnaire. Alors, le but est de faire naître l'homme nouveau, le nouvel Adam. Remarquez, autre trait de la Révolution sur lequel je m'attarde un court instant, que cette notion d'homme nouveau, comme le verbe régénérer, relève du vocabulaire religieux. La Révolution a la prétention d'être une religion, une véritable religion. C'est intéressant de relever, par exemple, que lors de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, une messe a été célébrée par Monseigneur de Talleyrand-Périgord, au Champ de Mars, devant les députés, la famille royale, les délégués des gardes nationales venus de toute la France. Et cette messe, Talleyrand l'a célébrée sur l'autel de la patrie. Si les mots ont un sens et si la patrie a des autels, c'est bien que la patrie a été divinisée au passage. L'autel de la patrie, ce n'est pas l'autel de la Trinité. Et les prêtres qui entourent Monseigneur de Talleyrand-Périgord portent une eau blanche avec une ceinture tricolore. Ça n'a rien de liturgique. Le rouge peut être liturgique, le blanc peut l'être, le bleu peut l'être aussi, mais jamais ensemble. C'est l'un ou l'autre ou le troisième. On est dans une autre dimension. Et puis au cours de cette messe, un serment a été prêté. Tiens encore, le serment qui manifeste l'adhésion à la Constitution, à la Révolution, à la France nouvelle, dont on célèbre la naissance en ce 14 juillet 1790. La naissance de la France nouvelle. Et à quel moment le serment a été prêté, ce serment de fidélité à la nation, à la loi et au roi, et à la Constitution, qui d'ailleurs entre nous se dit n'est toujours pas terminée. On jure solennellement de conserver ce qui n'existe pas encore. Bon. À quel moment? La duchesse de Tourzel est très précise dans son témoignage. C'est la seule d'ailleurs qui est très précise. Au moment de l'élévation, Lafayette
major général de la fédération, est monté à l'autel, a dégainé son épée, l'a posé sur l'autel, et a donné le signal du serment. C'est stupéfiant. C'est une espèce de transfert de sacralité, de l'hostie consacrée vers finalement la constitution auquel on prête serment. Regardons le vocabulaire. Les Jacobins se veulent le sanctuaire du patriotisme. Il est question, si la patrie a des autels, la liberté et l'égalité ont des autels aussi. Lorsque Robespierre parle de propos contre-révolutionnaires, quel est le mot qui lui vient à la bouche? Le mot de blasphème. Et le mot même de montagne, qui sert à qualifier l'extrême gauche de la Convention, est un mot religieux. D'ailleurs, on parle parfois de la Sainte Montagne. La Sainte Montagne. On se croirait au Sinaï. La Sainte Montagne. Et quand la Constitution, ratifiée par référendum en août 1993, est proclamée par la Convention, le procès-verbal nous dit qu'elle a été placée dans l'Arche Sainte. L'emploi du vocabulaire religieux appliqué à la Révolution et à ses symboles est très fréquent. Et l'homme nouveau fait partie de cette ambition. Alors, comment parvenir à l'homme nouveau? Bon, je le répète, donner naissance à un homme nouveau n'aurait pas été concevable sans cette anthropologie matérialiste et sensationniste que cultivaient les encyclopédistes, Voltaire, d'Holbach, Helvétius, comme l'a remarquablement rappelé Xavier Martin. Donc, il faut transformer l'homme en transformant son environnement. Les principaux moyens utilisés ont été l'éducation, les fêtes, la religion civile et le calendrier républicain. On est obligé de les distinguer dans une présentation, mais en réalité, ces 4 sujets sont imbriqués les uns dans les autres. Quand on regarde les discours qui ont été prononcés à l'époque, l'on réalise que lorsque l'on parle d'éducation, on parle des fêtes. On parle essentiellement des fêtes, d'ailleurs. On ne parle pas d'apprendre à lire et à écrire. On apprend à former des républicains. C'est ce que nous dit Chénier. À quoi sert l'éducation? À former des républicains. Donc ce qui est important, ce n'est pas de savoir lire, écrire et compter. On en parle un petit peu. Chénier, dans ce discours-là, n'en parle pas du tout. On parle essentiellement de la manière de faire des républicains. Donc des enfants, mais aussi des adultes. Il y a une sorte de formation continue à la citoyenneté tout au long de la vie qui passe par la participation aux fêtes civiques. Les fêtes qui sont organisées pour commémorer les grands événements de la Révolution, le 14 juillet, le 10 août, le 21 janvier, auquel on a ajouté les 31 mai et 2 juin. Après Thermidor, on supprimera la date du 31 mai et on la remplacera par la date du 9 Thermidor. Et puis, on commémore des vertus sociales. Alors, au cours de ces fêtes, grand rassemblement de la population, enfin du moins de ceux qui veulent bien venir, grand rassemblement de la population, défilés militaires, et on mobilise tous les arts pour agir à leur insu sur la sensibilité de chacun. La musique, et la fanfare municipale, le chant, on chante beaucoup, la rhétorique, on prononce des discours, inévitablement. Il faut bien que le maire se mette en valeur, ou que le président de la convention se mette en valeur. Les discours, la rhétorique, la danse, des jeunes filles en blanc, tout en blanc, qui dansent. Bon, voilà. Il y a des décors, en tout cas dans les grandes fêtes parisiennes, donc la sculpture, la peinture, tous les arts sont mobilisés pour faire sensation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On a la télévision. On arrive au même résultat en mettant
population devant son petit écran, le résultat est même encore plus efficace. Pas besoin d'organiser une fête tous les mois ou tous les 2 mois. Non, c'est tous les soirs. Et même 24 heures sur 24. Voilà. Donc, les fêtes. Les fêtes occupent une place très très importante dans ce dispositif. L'éducation. Robespierre, en juillet 93, a repris un projet d'éducation qui avait été élaboré par Lepelletier de Saint-Fargeau avant sa mort. Il se l'est approprié et il en a donné lecture à la Convention. Et en cette circonstance, Robespierre propose à la Convention d'instaurer une éducation commune des enfants de 5 à 12 ans, une éducation au sein de laquelle l'enfant serait retiré à ses parents. Pas retiré au cours de la journée, retiré pendant 7 ans. Pas question de rentrer à la maison pendant les vacances de Noël ou pendant les grandes vacances, et a fortiori le dimanche. Parce que, pour que cette éducation porte ses fruits, il faut qu'il y ait une coupure avec la famille. Entre nous soit dit d'ailleurs, belle illustration de la méfiance des Jacobins à l'égard du peuple. Les Jacobins ne font pas confiance au peuple pour élever sa progéniture dans l'esprit de la République, et craint que l'éducation reçue à la maison fasse contrepoids à l'éducation transmise à l'école. C'est dit clairement au cours des débats. Alors, au cours de ces débats, nous avons par exemple des considérations comme celle d'Antoine Thibaudot, député de la Vienne, qui lance « J'ai toujours pensé que les enfants étaient une propriété de l'État et que les parents n'en étaient que les dépositaires, qu'ils devaient s'en emparer comme son bien le plus précieux. » Robespierre, dans le même esprit, quelque temps plus tôt, avait, le 29 juillet 1993, affirmé « L'obligation de confier à la patrie les enfants, les jeunes citoyens, pour être élevés par elle dans les principes de l'égalité de la République, est un devoir de père et de citoyen. » Et comme c'est un devoir de père et de citoyen, ceux qui refusent de s'y soumettre n'auront pas leur passe citoyen. Et donc, la conséquence, c'est qu'on doublerait leurs impôts et leur nom serait inscrit sur un tableau d'infamie affiché dans la maison publique, au vu et au su de tous. Voilà. La République, les enfants appartiennent à la République et les parents sont dépossédés de leur devoir d'éducation au profit de la République, de 5 à 12 ans. Alors, tout cela est resté à l'état de projet, car la Première République n'avait pas les moyens de mettre en œuvre ce projet qui ne se serait concrétisé qu'avec le temps et avec des moyens qu'à l'époque elle n'avait pas. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute la réflexion théorique qui accompagne ce débat et que de manière récurrente l'on voit ressurgir depuis 2 siècles. Car finalement, l'objectif est de former des républicains. Nous en retrouvons l'écho 2 siècles plus tard dans la circulaire Jospin du 14 juillet 1989. Le but de l'éducation nationale est de former des citoyens. Quant à l'idée de confier en priorité à la République le soin de l'éducation, il est au cœur des dernières dispositions législatives qui imposent non seulement aux enfants d'être placés à l'école dès l'âge de 3 ans, d'être scolarisés dès l'âge de 3 ans, mais qui soumet l'école à la maison à un régime d'autorisation assez contraignant. On retrouve le même esprit derrière tout cela. Et il est symptomatique que ces dernières dispositions se trouvent dans une loi dite de défense de la République.
tout est dit. La République en marche est dans le même esprit en 2021 qu'en 1793. Le même esprit. Troisième moyen de régénération, le calendrier républicain. Ce calendrier a été adopté le 24 octobre 1793 sur proposition d'un comité dont le rapporteur était Fabre d'Églantine, conventionnel de Paris. Le but de ce calendrier est clairement affiché. Il s'agit de faire table rase du passé, de marquer une rupture. Et une table rase avec le passé catholique de la France. Fabre d'Églantine le dit dès le début de son discours. La régénération du peuple français entraînait nécessairement le changement de l'ère vulgaire. Et il ajoute quelques lignes plus bas, quelques phrases plus loin, qu'il fallait détruire le prestige sacerdotal et lui substituer les vérités de la nature. En quelques mots, tout est dit. Alors, pour qu'il y ait rupture, il ne faut pas qu'il y ait de coïncidence entre les deux calendriers. Donc l'année ne commence plus au 1er janvier, elle commence le jour de la fondation de la République, le 21 septembre. Et par conséquent, le premier mois commencera le 21 septembre. Et donc les anciens mois ne coïncideront pas avec les nouveaux. Les mois ne se contenteront pas de changer de nom. Ils ne commenceront pas et ne termineront pas au même endroit que les anciens mois. Assez curieusement, on a changé effectivement les noms des mois. Je dis curieusement parce que les références étymologiques de ces noms de mois n'avaient rien de chrétien. C'était des références païennes. Mars, juin, le mois de Junon, juillet, le mois de Julius Caesar, août, le mois d'Auguste, et puis alors quant à septembre, octobre, novembre, décembre, on ne pouvait pas faire plus neutre. Le 7e, le 8e, le 9e et le 10e mois, étymologiquement. On bouleverse tout cela et on adopte des noms qui expriment le cycle des saisons. Puis, on harmonise la durée des mois, 30 jours pour chacun, terminer cette scandaleuse inégalité qui désavantageait ce pauvre sans-culotte de février au détriment de janvier et de mars. 30 jours pour tout le monde, 30 x 12, 360, ça ne colle pas, il manque 5 jours à la sortie, donc on rajoute à la fin de l'année 5 jours complémentaires qu'on a baptisés les sans-culottides, consacrés à des vertus civiques. Et puis, évidemment, comme le but est de briser le prestige sacerdotal, on retire les saints et on les remplace par des références à la vie agricole, des plantes, des fruits, des légumes, des outils, des animaux domestiques. Le jour qui correspondait à la Saint-Marc devient le jour du champignon. Il y a le jour de la pelle, le jour du râteau, le jour du salsifis, le jour de la laitue. Et surtout, chaque mois se compose non plus de semaines de 7 jours, mais de semaines de 10 jours. 3 semaines de 10 jours. Les jours changent évidemment de nom. 3 semaines de 10 jours, le but étant de faire disparaître le dimanche. Voilà. Faire disparaître le dimanche. Et d'ailleurs, le propos est tenu lors des débats. À quoi sert le décadi, le 10e jour? Le décadi sert à supprimer le dimanche. Voilà. Les choses ont été dites clairement. Donc ce calendrier vise à transformer, à changer les références, le rapport au temps de la population, voilà, pour agir sur sa manière de penser, sur son intériorité, à son insu. Et puis enfin, il y a les fêtes de la religion civique, la religion du citoyen. La religion du citoyen, elle avait été théorisée par Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. La religion civique, elle est un moyen
pour rendre solide le contrat social. Un contrat social qui, par nature, est friable. C'est un des outils qui vise à rendre solide le contrat social. Voilà. Cette religion du citoyen, elle est au cœur de la Révolution, qui elle-même a la prétention d'être une nouvelle religion. Robespierre invente une religion du citoyen en 1794. Robespierre est personnellement déiste. Il rejette l'athéisme des ultra-révolutionnaires. Et il le rejette notamment pour des raisons utilitaires. Cet athéisme, selon lui, est dangereux pour la République. On ne peut pas créer une société de citoyens vertueux, c'est-à-dire de citoyens prêts à se sacrifier pour la République, si on leur explique dans le même temps qu'ils n'ont pas d'âme, qu'il n'y a rien après la mort, et qu'en se sacrifiant, ils vont vers le néant. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si on veut que les citoyens soient prêts à se sacrifier pour la République, il faut leur expliquer qu'après la mort, il y aura une rétribution, une récompense. Donc que l'âme est immortelle et qu'il y a un être suprême qui récompense les bons citoyens dans l'au-delà. Voilà. D'où la religion de l'être suprême, dont il propose le principe dans un discours interminable qu'il a prononcé le 7 mai 1994, qui est probablement un des discours les plus importants de sa carrière. La lecture à voix basse de ce discours m'a pris 2 heures. C'est dire ce que ça a dû donner à voix haute, avec les interruptions, les mouvements de manche ou de manchette, les applaudissements. Ça a dû durer toute une journée. Un discours donc très important pour Robespierre, parce que derrière la religion de l'être suprême, il y a le parachèvement du dispositif qui doit permettre la fondation de la République, la fondation d'une société de citoyens vertueux, telle que l'a rêvé Saint-Just dans les institutions républicaines. Alors on sait que ce discours a été assez mal reçu, notamment parce que la plupart des conventionnels étaient matérialistes et athées, et que la fête de l'être suprême, organisée quelques semaines plus tard, le jour qui, dans le calendrier chrétien, correspondait à la fête de la Pentecôte cette année-là, cette fête a été, au cours de laquelle Robespierre s'est excessivement mis en avant, a été pour lui le début de la fin. Et quelques semaines plus tard, Robespierre a été renversé, et la terreur, petit à petit, ça n'a pas été aussi brutal qu'on le dit habituellement, s'est achevée. Mais le personnel politique a conservé le projet de la régénération de la population. Et tous les outils de la régénération de la population ont été conservés au-delà de Thermidor. Le calendrier, jusqu'en 1806, les fêtes, on n'a jamais organisé autant de fêtes civiques que dans les années 1797, 1798 et 1799. Donc bien après Thermidor. L'instruction, et puis après le coup de Brumaire, lorsque viendra l'heure après la destruction, la déconstruction, de reconstruire, de faire des points de couture et de recoudre, eh bien, les conceptions qui ont présidé à l'élaboration du Code civil témoignent de cette volonté régénératrice qui animait les rédacteurs du Code civil. Il s'agissait bien, dans leur esprit, d'agencer les règles juridiques de sorte à ce que les particuliers aient intérêt à se bien conduire les uns avec les autres. Donc, de surmonter ces 10 années de désordre, de troubles, de violence, de chaos, dont on sortait traumatisé. Alors, cette Révolution française, elle n'est pas terminée, comme l'a souligné Vincent Peillon dans un ouvrage publié il y a une dizaine d'années, et l'idée de la régénération est toujours présente. Il est question davantage de changer de civilisation, ça se dit il y a quelques années,
à l'époque de la loi Taubira, ou de passer du monde d'avant au monde d'après, mais l'esprit est le même. Il s'agit bien de transformer la société et de transformer l'homme dans le même temps. Cette révolution qui n'est pas terminée, elle a rencontré un écho particulier également au cours du XXe siècle, puisque la Révolution française a été l'une des références de Lénine. Et elle a, quant aux objectifs idéologiques, quant à l'ambition de transformer l'homme pour en faire un militant révolutionnaire, quant également aux méthodes employées pour s'emparer du pouvoir et le conserver, elle a été une puissante source d'influence pour Lénine et pour ses camarades du parti bolchevique. Voilà. La révolution n'est pas terminée et par conséquent notre combat non plus.